Une seule machine, une seule entreprise, un seul pays, 380 millions de dollars l'unité. Les États-Unis, les Pays-Bas et le Japon ont décrété que celui qui contrôlerait cette machine contrôlerait l'avenir de l'IA, des équipements militaires et de l'économie mondiale. Pendant 7 ans, cela a fonctionné. Puis, le 25 mai 2026, une femme est montée sur scène à Shanghai et a mis fin au principe fondamental qui avait régi 60 ans de toute l'industrie des semi-conducteurs. Vous avez bien entendu. Le critère sur lequel reposait tout le système de sanctions occidentales a été remplacé en une seule présentation. Et ce n'est que le début. Si cette annonce qui dévoile 7 années du système de contrôle des exportations le plus sophistiqué de l'histoire vous semble digne d'intérêt, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement comment la Chine a construit une voie menant au même objectif, tandis que tous les acteurs de l'industrie des semi-conducteurs dans le monde observaient l'autre voie. Chapitre 1, le point de passage le plus coûteux jamais construit. Pour comprendre l'importance du 25 mai, il faut comprendre ce qui était censé le rendre impossible. Chaque puce moderne est fabriquée en imprimant des circuits microscopiques sur du silicium. Imaginez une photocopieuse, sauf qu'au lieu de copier un document sur du papier, on copie un circuit sur du silicium grâce à la lumière. Plus la longueur d'onde de la lumière est courte, plus les transistors sont petits. Plus les transistors sont petits, plus la puce est rapide. C'est la loi de Moore: miniaturiser les transistors, améliorer la puce et recommencer tous les 2 ans. Finalement, les fabricants de puces se sont heurtés à un obstacle. Les dimensions requises étaient devenues inférieures à la longueur d'onde de la lumière conventionnelle, un peu comme peindre un portrait avec un pinceau plus large que la toile. Il leur fallait de la lumière ultraviolette extrême, UV, d'une longueur d'onde de 13,5 nanomètres, soit 0 fois l'épaisseur d'un cheveu. Sa production nécessite une gouttelette d'étain de la taille d'un grain de sable, frappée 2 fois par un laser et transformée en plasma. La lumière ainsi captée par des miroirs polis à l'échelle atomique est projetée sur du silicium avec une précision nanométrique. Une entreprise a réussi à industrialiser la fabrication de cette machine. ASML à Eindhoven, aux Pays-Bas, a fait appel à plus de 5 fournisseurs dans les pays alliés. La machine EUV, la plus avancée d'ASML, a coûté 380 millions de dollars. Cela représente plus de 3 des avions de chasse les plus performants au monde. Aucune autre source, aucun concurrent capable de l'égaler depuis 10 ans. Sans cette machine, impossible d'imprimer des détails inférieurs à 7 nanomètres. Washington l'avait compris avec une précision chirurgicale. De 2019 à 2020. 2. Les États-Unis ont fait pression sur le gouvernement néerlandais pour qu'il refuse à ASML des licences d'exportation vers la Chine. Les Pays-Bas ont cédé. Le Japon a suivi. La logique était implacable: identifier le maillon irremplaçable de la chaîne de production et le neutraliser. Une entreprise, une machine, un point de blocage. Or, voici ce que la plupart des analystes ont ignoré: toute cette architecture. 7 années de coordination entre alliés et des milliards dépensés pour faire appliquer la loi reposaient sur une seule hypothèse. La taille des transistors était le critère de performance idéal d'une puce. L'idée que la seule voie vers une puce de meilleure qualité passait par Eindhoven ne se posait pas la question de savoir ce qui se passerait si une autre voie était empruntée. Cette question avait déjà trouvé une réponse discrète dans la production industrielle grâce à l'entreprise que tous croyaient prise au piège. Chapitre 2. La femme qui a changé la donne. Elle s'appelle He Tingbo. Et si vous ne la connaissez pas, c'est justement là le point crucial. En Occident, le débat sur les semi-conducteurs s'est concentré sur TSMC, Nvidia, Intel et ASML. Et Tingbo œuvrait dans un tout autre registre. Présidente de HiSilicon, la division semi-conducteur de Huawei, elle est considérée par ses collègues comme l'architecte de l'indépendance de la Chine dans le domaine des puces. Son travail ne se limitait pas aux communiqués de presse. C'était le genre de projet qui génère d'abord des résultats, puis des annonces. Le 25 mai, elle était présente au Symposium international de l'IEEE sur les circuits et les systèmes à Shanghai, l'arène où la communauté mondiale des ingénieurs teste les idées sous l'œil le plus critique.
Eitingbo a choisi ce stade délibérément. Réfléchissez à ce que signifie remplacer une unité de mesure, non pas l'améliorer, mais la remplacer. Imaginez que toute l'industrie de la construction ait mesuré les bâtiments en pied pendant un siècle. Chaque réglementation, chaque plan était rédigé en pied. Puis, quelqu'un a affirmé que l'unité pertinente n'avait jamais été le pied, mais la capacité portante par pouce carré. Or, les bâtiments affichant une hauteur sous plafond élevé, mais une faible capacité portante, étaient en réalité inférieurs. C'est là le problème, et non une meilleure puce, ni une meilleure façon de définir ce que signifie MEA. La loi d'échelle de Tao soutient que la mesure correcte des performances d'une puce n'est pas la taille des transistors, mais la vitesse à laquelle un signal parcourt l'ensemble de la pile informatique de la commutation des transistors au câblage, en passant par l'architecture, la mémoire, le conditionnement et la communication du centre de données, le trajet complet. Ce n'est pas la taille de la porte, ni la vitesse de déplacement de tout ce qui se trouve dans le bâtiment. Voici l'erreur que la plupart des gens commettent. Immédiatement, il ne s'agit pas d'un simple changement de perspective théorique. Le délai de propagation du signal est une grandeur physique réelle et mesurable. Le temps de propagation du transistor Tao était un indicateur utile jusqu'aux nœuds technologiques avancés, où la réduction de la taille des transistors n'améliorait plus automatiquement le trajet complet du signal. Optimiser directement le Tao permet d'obtenir des gains significatifs. L'approche géométrique prioritaire laisse complètement de côté certaines questions. Les sanctions contre ASML étaient justifiées. Ils se trompaient sur la véritable nature de l'avantage d'ASML. Il ne s'agissait pas d'une théorie présentée à Shanghai. Les puces existaient déjà. Elles formalisaient un cadre déjà éprouvé sur le terrain, mais comprendre l'effet concret de la mise à l'échelle tôt sur une puce est ce qui rend cette affirmation difficile à croire. Chapitre 3. Le fonctionnement concret de la réduction de la taille du réseau ou mise à l'échelle tôt. Imaginez une ville, une vraie ville avec ses autoroutes, ses rues secondaires et ses 1000 intersections. Vous devez transmettre un message d'un bout à l'autre le plus rapidement possible. Pendant 60 ans, la réponse de l'industrie des semi-conducteurs a été « Réduisez la taille de la ville. Des distances plus courtes signifient des déplacements plus rapides. » Logique. Suffisamment efficace pour fonctionner, mais une ville plus petite n'est pas forcément une ville plus rapide. Réduire la largeur des routes de manière excessive crée des embouteillages. Réduire la largeur des voies en dessous d'un certain seuil et les frottements vous font perdre plus de temps que la distance réduite n'en fait gagner. À 7 nanomètres et moins, l'industrie des semi-conducteurs a été confrontée à ce problème. Le temps de propagation du signal Tao est le temps que met un signal électrique pour aller de son origine à sa destination. Chaque nanomètre de câblage ajoute de la résistance. Chaque jonction ajoute une charge capacitive, une résistance électrique, comme si l'on poussait un message dans un air de plus en plus dense. Et c'est là l'idée essentielle, dans les puces modernes. La principale source de délai dans une puce est souvent le câblage d'interconnexion et non le transistor. Vous avez bien entendu, ce qui ralentit votre puce, c'est souvent le câblage et non le transistor. Voici maintenant un point surprenant. La lithographie EUV permet de miniaturiser les transistors de façon remarquable, mais le câblage qui les relie ne suit pas la même évolution. Aux nœuds technologiques avancés, les fils deviennent tellement fins que leur résistance augmente. De façon abrupte, les fils adjacents commencent à interférer. Vous avez dépensé 380 millions de dollars pour imprimer des transistors plus petits
et les fils absorbent une partie du gain. Voici le piège brutal auquel l'approche géométrique n'a jamais eu à faire face. Sur une technologie 7 nanomètres, repensez l'architecture pour minimiser la longueur du trajet du signal et réduire la résistance d'interconnexion et vous retrouverez des performances optimales. Une comparaison directe des nœuds de gravure indique que cela ne devrait pas être possible. Les transistors ne sont pas plus petits, mais les signaux se propagent plus rapidement, ce qui implique une charge de calcul accrue par cycle d'horloge. La modélisation de Huawei présentée à l'IEEE avec des données de production prévoit qu'une puce optimisée par la technique de réduction de taille Tao sur un procédé de 7 nanomètres peut atteindre des performances de signal équivalentes à celles d'un nœud de 1,4 nanomètres, l'objectif de TSMC, atteint pour un coût de conception dépassant le milliard de dollars par puce. La solution de Huawei ne nécessite aucune machine EUV. Le mécanisme qui rend cela physiquement possible repose sur une architecture inédite dans l'industrie des semi-conducteurs. Chapitre 4. Le pliage logique. L'architecture qui transgresse la règle de la planéité. Prenez une feuille de papier, posez-la à plat et dessinez la carte la plus complexe que vous puissiez imaginer. Chaque route, chaque bâtiment, chaque connexion d'une grande ville sur une seule feuille. Les routes commencent à se croiser de manière chaotique. Des connexions qui devraient être proches se retrouvent très éloignées. Le manque de place n'est pas dû à un problème de taille d'information, mais au fait que la bidimensionnalité est inadaptée. C'est la contrainte à laquelle tous les concepteurs de puces ont été confrontés depuis le premier circuit intégré dans les années 1950. L'architecture des puces a toujours été planaire plate. Les circuits de logique sont disposés sur un seul plan horizontal. Tous les outils et méthodologies ont été construits autour de cette planéité considérée comme une donnée immuable. Le repliement logique remet en question cette donnée. Si des circuits liés se retrouvent physiquement séparés sur une surface plane, obligeant les signaux à parcourir de longues distances horizontales, la solution consiste à cesser de disposer les circuits horizontalement et à les empiler verticalement. Non pas à empiler des puces entières, comme le fait déjà l'industrie avec la mémoire, mais à empiler les circuits logiques eux-mêmes. Les circuits qui communiquent constamment sont placés directement les uns au-dessus et en dessous des autres, plutôt que côte à côte sur un même plan. Une connexion nécessitant des centaines de micromètres de câblage horizontal parcourt désormais une fraction de cette distance verticalement. La ville n'a pas rétréci, elle a grandi. Et une ville plus haute transmet les messages plus rapidement qu'une ville plate de même surface au sol. Voici ce qui rend cela incroyablement excitant. L'empilement vertical ne se contente pas de raccourcir les trajets des signaux. Il modifie complètement l'équation de la densité. On obtient ainsi plus de capacité dans la même empreinte silicium. Non pas en miniaturisant les transistors, mais en exploitant l'espace vertical d'une structure planaire initialement inexploitée. Voici le détail sur lequel les ingénieurs se penchent en secret depuis des années. L'industrie sait depuis les années 1980 que l'empilement vertical peut améliorer la densité. Si cette technique est restée théorique, c'est à cause de la gestion thermique. Une chaleur concentrée provoque une limitation des performances, une dégradation et à terme, la destruction des puces. Cette barrière thermique a maintenu l'intégration logique tridimensionnelle au stade de la recherche pendant 4 décennies. Huawei affirme que le repliement logique la résout. Les preuves ne sont pas théoriques, les puces sont en production. La barrière thermique qui a bloqué cette innovation pendant 40 ans a, d'après les données disponibles, été franchie. Chapitre 5. Les chiffres officiels de Huawei. Des chiffres précis font la différence entre une affirmation et une preuve. Dans sa présentation à l'IEEE Tingbo, s'est engagé à fournir des chiffres suffisamment précis pour être vérifiés indépendamment. Commençons par la densité de transistors. Le repliement logique permet d'intégrer 238 millions de transistors par millimètre carré sur le procédé. 7 nanomètres existants de Huawei, soit l'équivalent de la population du Brésil sur une surface de la taille d'un ongle multiplié par 238 millions.
Cela représente une augmentation de 53,5% par rapport à l'architecture planaire classique, soit plus de la moitié du nombre de transistors avec le même procédé et sans machine EUV. Voici ce qui rend ce résultat extraordinaire le procédé. 2 nanomètres de TSMC. Le plus avancé actuellement en production de masse atteint environ 180 millions de transistors par millimètre carré. Le repliement logique de Huawei sur un nœud 4 générations plus ancien produit un chiffre supérieur. Vous avez bien entendu, une puce 7 nanomètres avec repliement logique intègre plus de transistors par millimètre carré que le fleuron 2 nanomètres de TSMC. Voici le détail qui permet de mettre tout cela en perspective. Le gain d'efficacité énergétique est de 40% dans les infrastructures d'IA où les centres de données consomment autant d'électricité que des villes moyennes. Ce chiffre de 40% n'est pas anodin. Il s'agit d'une véritable révolution des infrastructures. Les États-Unis ont restreint les exportations de NVIDIA afin de limiter les capacités d'entraînement de l'IA en Chine. L'entraînement de modèles complexes exige simultanément une puissance de calcul et une consommation électrique considérable. Un gain d'efficacité de 40% au niveau national compense ces deux contraintes. Les sanctions visaient un double front. Le pliage logique progresse sur les deux plans. Avec une fréquence d'horloge de 3,1 GHz, soit une augmentation de 12,7%. Par rapport au procédé de base, le processeur se positionne clairement en concurrence directe. Associé au gain de densité et d'efficacité, le profil de performance globale est radicalement différent de ce que prédit une simple comparaison des nœuds de gravure. Les premières puces Kirin intégrant le pliage logique seront lancées à l'automne 2026. D'ici 2031, Huawei prévoit une densité de gravure équivalente à celle du procédé, 1,4 nanomètres de TSMC, le même objectif que TSMC atteint en miniaturisant physiquement les transistors pour un coût de plus d'1 milliard de dollars par puce. 2 voies, 2 prix, une même destination à 3 ans d'intervalle. Mais le plus extraordinaire dans cette histoire, ce ne sont pas les chiffres. C'est le moment où ces chiffres sont devenus réalité. Chapitre 6, 381 puces, avant même que quiconque ne s'en aperçoive. Il existe une forme de confiance qui ne peut provenir que d'une seule source, non pas d'une théorie ni d'un prototype, mais de l'expérience acquise à grande échelle et répétée dans des produits réellement achetés. Imaginez un iceberg. L'annonce, le cadre, la phase IEEE, c'est la partie visible. La masse qui a rendu tout cela possible se trouve entièrement en dessous. Lorsqu'un iceberg devient visible, la structure sous-marine est déjà achevée. Le nombre est 381. C'est le nombre de puces déjà produites en masse selon les principes de mise à l'échelle Tao avant la présentation à l'IEEE. 381 conceptions distinctes, non pas des prototypes de laboratoire, mais des puces commerciales, générant des données de rendement et de performance sur des millions d'unités. Plus de conceptions de puces que la plupart des entreprises de semi-conducteurs n'en produisent en une décennie. Voici le point souvent passé sous silence. Le cadre de mise à l'échelle Tao n'est pas né en réaction au refus de l'EUFA. Son développement s'est déroulé en parallèle de l'escalade des sanctions et non en réaction à celle-ci. Alors que Washington a renforcé ses contrôles en 2022 et 2023, Huawei travaillait déjà depuis des années à la validation d'un cadre qui rendrait ces contrôles structurellement inefficaces. Le sommet de Shanghai a été un tournant décisif. La percée était déjà accomplie. Voici ce qui rend cette révélation si importante. Les analyses occidentales se sont concentrées presque exclusivement sur la finesse de gravure. La Chine pourrait-elle atteindre les 5 nanomètres SMIC? Pourrait-elle produire des nœuds avancés en grande quantité? C'est comme comparer la vitesse à laquelle quelqu'un monte à une échelle, pendant qu'on construit discrètement un ascenseur juste à côté précis, certes, mais mesurant la mauvaise chose. La sonde 950, prévue pour 2026, intègre déjà l'empilement tridimensionnel technique fondamental sur laquelle repose le repliement logique. La sonde 980
projeté pour 2030 intègre pleinement le repliement logique, le plaçant ainsi sur une trajectoire de performance optimale. Les sanctions étaient mathématiquement conçues pour rendre impossible leur déploiement sur un nœud national. 381 puces n'ont pas la preuve d'une capacité unique, mais celle d'une méthodologie. Un programme de développement rigoureux et à long terme resté confidentiel. Pendant des années, l'entreprise a continué à livrer discrètement ses produits sous le regard attentif de toute l'industrie qui suivait chaque étape de son développement. Chapitre 7, la voie qui n'a jamais été tracée. Pour comprendre l'impact de la loi d'ajustement des sanctions contre Taiyu sur l'architecture des sanctions, il faut comprendre ce qu'est une stratégie de point de passage obligé. Un point de passage obligé n'est pas une interdiction. Une interdiction vise à tout bloquer. Un point de passage obligé est plus subtil et plus fragile. Il repère le nœud unique et irremplaçable et y concentre la pression. Inutile de bloquer toutes les routes, il suffit de contrôler celles que tout le monde doit emprunter. Pensez à un canal, pas à une rivière. Une rivière possède des affluents et des voies alternatives. Un canal, c'est un rétrécissement artificiel, un unique chenal reliant deux points. Rien d'autre ne permet une connexion aussi efficace. Contrôler. Le canal, c'est contrôler le commerce. La machine EUV de ASML était le canal de Panama du monde des semi-conducteurs. Un seul canal, une ingénierie irremplaçable, un consensus allié comme une écluse. La loi sur l'échelle de Taiyu n'a pas fait sauter le canal. Elle a rendu la destination accessible par voie aérienne. Voici le verdict stratégique. L'avion ASML ATAS, à haute autonomie, coûte 380 millions de dollars, soit plus de 3 avions de chasse de pointe. Plus de 50 fournisseurs alliés participent à sa production. Son installation prend plus d'1 an. Elle représente des décennies d'ingénierie. Aucune entreprise chinoise ni aucun marché noir n'aurait pu la reproduire à temps. Washington n'a pas élaboré une stratégie défaillante. Elle a mis en place l'architecture de contrôle des exportations la plus sophistiquée de l'histoire de la compétition technologique. Et la loi de Taiyu n'a pas eu raison d'elle. Elle l'a simplement reléguée au second plan, la réduisant à une réponse à une question qui n'est plus la question principale. Voici maintenant ce qui permet de remettre les choses en perspective. Les contrôles à l'exportation reposent sur une hypothèse fixe, celle que l'indicateur contrôlé aujourd'hui déterminera la concurrence de demain. Les contrôles d'ASML ont été conçus selon les principes de la loi de Moore. Lorsque He Tingbo a remplacé cette grammaire, elle n'a pas seulement annoncé une nouvelle architecture de puces. Elle a annoncé l'obsolescence du système de classification sur lequel 7 années d'efforts alliés avaient été consacrées. Les implications dépassent que le cadre des semi-conducteurs. C'est la première fois qu'une partie sanctionnée réagit à un point de blocage, non pas en reproduisant la technologie contrôlée ou en l'obtenant par des voies détournées, mais en redéfinissant la véritable nature de son avantage. Ni esquive ni réplication, mais redéfinition. Cela pose une nouvelle question à chaque stratège qui construit le prochain point de passage, obligé à l'intersection des matériaux avancés de l'informatique quantique et des biotechnologies. Que se passe-t-il si l'adversaire met en place un système qui rend votre voie secondaire? La machine ASML fonctionne toujours. Le programme de mise à l'échelle géométrique de TSMC est sans précédent dans l'histoire. Ce qui a changé, c'est que l'hypothèse d'irremplaçabilité est désormais confrontée à une démonstration de force crédible et validée par la production. 381 puces sont déjà en service. Appareil grand public prévu pour l'automne 2026. Une trajectoire documentée vers des équivalents de 1,4 nanomètres d'ici 2031. La voie que le monde considérait comme la seule et unique voie s'est avérée à être toujours la même. Le pays qui a passé 6 ans à bâtir discrètement une autre voie vient d'arriver à la même destination. La carte sur laquelle chaque stratège s'est appuyé n'indiquait pas cette autre voie, car elle n'était pas censée exister. Elle existe désormais. Si cela a changé votre vision de la compétition technologique entre grandes puissances, cliquez sur « J'aime ». Et abonnez-vous pour ne rien manquer. J'attends maintenant vos commentaires.
Pensez-vous que la loi d'échelle TIU mette véritablement fin à l'ère des points de blocage dans les semi-conducteurs? Ou croyez-vous que l'Occident trouvera rapidement une nouvelle technologie irremplaçable qui aura un impact significatif? Deux camps s'affrontent. À vous de défendre votre point de vue.